Ma mère, malheureusement, ben, s'il n'y avait pas de travail à la maison, bon, ben, elle allait à l'école. Mais s'il y avait du travail, qu'il y avait des personnes qui étaient là, ben, il fallait qu'elle reste à la maison pour donner la main à sa mère. Alors, si bien que l'instruction, bon, ben, elle va jusqu'à un certain niveau, mais ça dépasse difficilement un plafond, quoi. Hein. Les gens de la colonisation feuillée, ce sont des gens, c'est une génération, c'est la génération d'après la scolarisation Ferry. Donc, c'est des gens qui savent lire et écrire, qui ont un bagage intellectuel. D'ailleurs, une des choses qui va les faire souffrir en brousse, entre autres, c'est de ne pas trouver la fortune attendue, bien sûr. Et ils disent qu'en plus, leurs enfants ne pourront pas recevoir l'éducation, l'instruction qu'eux-mêmes ont reçue. Ma mère, elle nous a dit, elle travaille à l'école. Elle ne nous a pas dit pas travailler dans le café, mais elle nous a dit travailler à l'école pour essayer d'avoir une place où tu as des revenus beaucoup plus sûrs que la... Alors moi, bon, j'ai pas pu j'ai pas pu aller à l'école puisque à l'époque, il fallait quand même une bourse pour aller à Nouméa. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre un métier dont je pense que je me suis assez bien débrouillé, quoi. La production calédonienne est toujours restée une production relativement faible à l'échelle mondiale. Mais bon, cette production a la réputation d'être de très très bonne qualité. Avant la récolte, en général, il y avait un agent qui passait pour voir. Hein. Il essayait de se rendre compte de la récolte, comment qu'elle allait être, pour voir les avances qu'on pouvait faire. Il ne fallait pas donner plus qu'on allait récolter, quoi. Hein. Une des grosses difficultés aussi du café, c'était le problème de la commercialisation. Pourquoi ? Parce que, notamment sur la côte Est, où il n'y avait pas de route, le seul moyen, justement, de l'exporter, c'était par le tour de côte. Mais déjà, l'amener au tour de côte, c'était souvent un exploit. D'ici village, on a amené à quoi? Waterabé. C'est le patron qui est à Waterabé, là. Il nous descend avec café à nous, amené au bateau. Donc très vite, en fait, les colons se sont dotés donc de petites baleinières, en fait. Les Kanaks le transportaient sur des radeaux ou sur des pirogues si éventuellement c'était des gens du littoral, mais en fait c'est principalement sur des radeaux. Donc il fallait d'abord descendre les rivières. Il n'y avait que le bateau à l'époque. Il n'y avait pas les routes qu'il y a maintenant. Hein. Surtout quand il pleut, ça, il faut préparer le bâche, ça, parce qu'il faut bien bâcher, dans le quai, la personne. Dès qu'il arrive au quai, c'est à nous, le responsable des marchandises. Hein. S'il est mouillé encore dans le bateau, c'est bon, c'est l'assurance qui va faire. S'il est dans le quai, ça, c'est à notre responsabilité. Justement, si on veut que le café se vende bien, il faut que ce café ait été bien séché et que, si possible, il ne soit pas mouillé. Parce que le café humide développe une certaine amertume et se vend moins aisément. Ensuite, souvent aussi, une étape qui est assez complexe, c'est qu'il faut franchir la barre. Parce que, en fait, sur la côte Est, les embouchures sont souvent équipées d'une flèche littorale, c'est-à-dire d'une avancée sableuse qui est liée au fait que vous avez des courants qui sont poussés par la lysée. Ces flèches littorales ferment en fait donc les embouchures. Et la conséquence, c'est que très souvent, comme la lysée souffle, il souffle souvent de manière assez vive quand même en Nouvelle-Calédonie, quand vous voulez franchir la barre, il y a de grosses vagues. Et donc le problème des vagues, c'est qu'elles risquent éventuellement de mouiller votre cargaison. Et donc il arrivait que les gens descendaient leur café jusqu'à la côte et devaient renoncer à l'amener jusqu'au tour de côte parce qu'il était impossible de franchir la barre en fait. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs assez vite les gens demandaient des hangars, des lieux où on pouvait stocker donc ce café. Voilà. Alors, donc ensuite après il était transbordé donc sur le tour de côte. Ensuite amené à Nouméa et après, donc, de Nouméa, exporté vers la France. Donc, ça faisait quand même un courant de commercialisation, un flux de commercialisation qui était complexe et très long, donc jusqu'à la France. Ils vendaient aux maisons de commerce de Nouméa. D'ailleurs, les maisons de commerce, à l'époque, je vois comme... je sais que ma mère se servait chez Ballon, faisait fonction un peu de banque. La maison de commerce faisait les avances pour l'année. Ils avaient évidemment des représentants qui passaient pour un peu voir. C'était quand même des gars qui étaient habitués
aux récoltes de café pour juger un petit peu les quantités, mais juger si la personne était sérieuse ou pas, s'il pouvait faire des avances jusqu'à combien. Beaucoup de colons, en fait, donc, ont un compte dans les grandes maisons de commerce de la place. Et en fait, il arrive souvent que leur récolte soit gagée au moins 2 ou 3 ans donc à l'avance. Ça veut dire qu'entre ce qu'ils doivent à la maison de commerce et le prix auquel est racheté leur café, finalement, donc, ils se retrouvent très endettés. Et quand j'ai interrogé des anciens, certains me disaient justement, si vous voulez, qu'il avait fallu attendre l'arrivée des Américains pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes vis-à-vis de ces maisons de commerce. Mais en fin d'année, ça ne vous laissait pas des millions de revenus, de bénéfices surtout. Bonsoir à tous. Vous l'avez découvert dans notre précédente émission, le développement des plantations de café en Nouvelle-Calédonie n'a pas été un long fleuve tranquille pour les colons venus se lancer dans l'aventure à l'époque du gouverneur Feuilly. Mais après des débuts difficiles, le café va tout de même devenir la principale activité agricole de notre pays pendant l'entre-deux-guerres. Il sera aussi, durant toute cette période, la première source de revenus des Calédoniens qui vivent en brousse, même si ça ne leur a jamais vraiment permis de s'enrichir. Malheureusement, cette envolée sera de courte durée. La suite de l'histoire du café, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Sur les traces du passé. Après la Première Guerre mondiale, est engagée ce qu'on va appeler la nouvelle politique indigène. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et parmi ces mesures, les syndics des affaires indigènes qui sont chargés de les appliquer vont inciter donc les tribus à planter du café. Non, moi, jamais planté café. C'est mon père. Mon temps café, oui, moi, j'ai ramassé. 17 ans, 18 ans, par là, je ne connais pas. L'idée, c'est que les gens dans les tribus aient des revenus financiers, donc qui leur permettra peut-être d'améliorer leur niveau de vie, mais aussi d'ailleurs d'acheter éventuellement dans les magasins à ce moment-là qui existent. Et pas nous. Mais, voyons, combien? Moi, on me couchait 2 francs 50. Oui, 2 francs 50. La population kanak, finalement, donc après les révoltes, après le grand cantonnement, tout se passe comme si celle-ci, elle avait surtout cherché, au fond, à se protéger du monde extérieur. Je veux dire, après, je pense, l'ensemble des traumatismes donc, qui s'étaient accumulés. Cette population kanak, elle cherche le plus possible, finalement, à vivre dans les réserves en ayant le moins de relations possible avec le monde extérieur. Et puis, ce monde extérieur leur reste hostile, c'est-à-dire que il y a les préjugés de l'époque, les salaires, de toute façon, sont des salaires qui sont relativement misérables. Enfin, les Kanaks sortent quand même des réserves, en tout cas les hommes, ils sortent des réserves. En général, pour travailler de façon ponctuelle, s'ils ont un besoin particulier à assouvir. Et comme, justement, à côté de ça, on trouve justement qu'ils ne sortent pas assez, on va prendre tout un certain nombre de dispositions dans ce qu'on va appeler le régime de l'indigénat pour, au fond, les contraindre à en sortir. Tu vois, on peut pas dire, on sortait pour travailler. Ils sortaient les Madjavaya. Ils sont contraints, par exemple, à entretenir chaque année telle ou telle portion de route. Ils sont aussi contraints de fournir ce qu'on appelait des plantants à l'administration, où ils sont aussi contraints d'aller récolter le café dans les plantations européennes au moment justement des récoltes. Parce que la récolte du café, c'est une récolte qui est extrêmement contraignante en fait, parce que toutes les cerises ne mûrissent pas en même temps. Donc en fait, il faut pendant... en général, souvent 2 mois par exemple, il faut passer tous les jours pour ramasser les cerises mûres. Nous faisons un massing. Un massing. Nous avons un massing pour boire.
Memang itu tri enggak. Ai mani kafe wirun mangkuko. Mat nyup enggak. Tri ai kafe tamu. Vaya nemi pa. Pronto le vie. Allez. Le syndic des affaires indigènes, le gendarme, faisait une tournée dans les tribus et il discutait avec le chef et il disait, voilà, vous êtes tant d'hommes adultes, donc vous allez avoir à payer tant au titre de la capitation, qui était l'impôt par tête, vous allez avoir telle prestation à faire. Voilà, donc comment ça va se passer Et après, en général, il y avait une réflexion au sein de la tribu, mais qui était souvent menée par le chef. Et après, il y avait une répartition des tâches, en fait, sur, ben voilà, on va aller de tel à tel moment travailler sur telle portion de route. Ben, la capitation, on va la payer grâce au café. Ou alors, si on n'a pas les moyens, à ce moment-là, on va fournir des hommes de chez nous pour aller travailler sur les routes ou éventuellement être employé à Nouméa. Donc, il y avait toute une négociation donc, avec les chefs en général, mais les chefs qui eux-mêmes après ont rediscuté au sein de la tribu sur les obligations finalement qui résultaient du régime de l'indigénat. Avant, il empezó a tuer mal en el no, il empezó. Ça fait 100 francs, mais ça tu amènes beaucoup. Tu amènes beaucoup de pantalons, chemises, tricots, tout. Même de manger, carton de manger, pour 100 francs. Suite à cette politique de développement des plantations caféicoles en tribu, les Kanaks planteront 2000 hectares de caféiers qui donneront 541 tonnes en 1939, ce qui permettra à la production calédonienne d'atteindre son chiffre record cette année-là, 2350 tonnes. Mais la Deuxième Guerre mondiale va sonner le glas de cette belle envolée. Les exportations sont difficiles, les forces américaines monopolisent la main-d'œuvre et un insecte, le scolite, va ravager les plantations. Le café a tenu, pour ainsi dire, jusqu'à, surtout avant la dernière guerre. Après la dernière guerre, il y a eu encore un peu de café, mais ça a été en déclinant, forcément, avec les activités qu'il y avait à côté. À Vaud, on a connu le nickel. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment qu'il faut dire, mais le pauvre ramasseur de café, ce qu'il faisait en une semaine de salaire, quand les gars allaient à la pêche au crabe, par exemple, les premiers temps que les crabes se vendaient, en une journée, ils faisaient autant qu'une semaine de ramassage de café. Alors, c'était fatal que le chose aille en déclinant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les choses vont commencer à se gâter après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on va assister à un exode rural important qui vide la brousse. Et je dirais que parmi les premiers à partir, ce seront principalement les fils des colons de la côte Est, parce que ces gens avaient toujours eu le sentiment finalement qu'ils n'avaient pas trouvé donc la richesse escomptée, et comme ils ont dans l'ensemble souvent quand même un niveau d'enseignement, etc., qui est peut-être meilleur, donc que les descendants notamment des colons pénaux de la côte ouest. Donc ces fils vont être parmi les premiers à notamment trouver de l'emploi à Nouméa, parce que justement, après la guerre, donc désormais, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi à la ville, il y a aussi de l'emploi dans les mines, puisque les 30 Glorieuses se traduisent par une expansion minière importante. Et on assiste donc à ce moment-là à un départ extrêmement important des Européens, notamment de la côte Est. Après c'est là, à partir de l'année quoi, l'année 50,
Entre 50 et 60, c'est là qu'ils commençaient à partir vers Nomia. Les jeunes sont partis à Nomia pour... Il y a beaucoup qui travaillaient à la SLN, tous ces machins-là. Les jeunes, c'était un peu automatique. Vous n'allez pas mettre un jeune sur un truc où qu'est-ce qui se faisait comme revenu? Il aurait fallu aller mendier ailleurs pour pouvoir manger. Oui, parce que premièrement, la production était bien moindre parce que l'entretien n'était pas fait dans les normes. Après la guerre, il y a eu tous ces nouveaux procédés d'extraction du nickel à la pelle, au bulle, ou ces choses-là. Bon, ben, le jeune, c'est quand même un travail qui leur plaît, quoi, hein, comme chose. Puis, qui payait certainement plus que la question du café. Alors, que deviennent leurs terres à ce moment-là? Ben, souvent, ils en restent propriétaires, hein. Donc ils y vont donc, le week-end, etc. Souvent aussi, en fait, ils les confient en métayage aux Indonésiens. Donc la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, pratiquement jusqu'aux années 60-70. Hein. C'est une période justement où le métayage indonésien est extrêmement important dans les vallées de Yingen, dans les vallées de Poinigné, dans les vallées de Poneriwan. Hein. On voit beaucoup d'anciens engagés indonésiens, hein, ou leurs enfants qui se sont reconvertis donc en métayers. Hein. Et c'est d'ailleurs l'origine de la population indonésienne qui est nombreuse sur la côte est. Nous, on est des métayers à Henri-Aubry. Qui ramasse les cafés, c'est un patron. Là, si tu gagnes 3 sacs, 2 sacs pour toi et puis 1 sac pour le patron. Premièrement, c'est moitié-moitié. Il y a beaucoup, mais mon père ne voulait pas, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il gagne des sacs, 1 sac patron, 1 sac pour toi. Alors là aussi, les contrats de métayage, avec le temps, ont beaucoup évolué. Hein, au début, c'est des contrats parfois d'un tiers, 2 tiers. Hein, c'est-à-dire les 2 tiers pour le propriétaire et 1 tiers pour le métayer. Et puis au fur et à mesure que notamment les métayers indonésiens vont progressivement quitter la brousse, se faire plus rares ou devenir aussi quand même un petit peu plus exigeants, parce qu'on est dans une période où les salaires s'élèvent en Nouvelle-Calédonie, où notamment pendant toute la période où l'Union calédonienne est au pouvoir, il y a une certaine mobilisation justement autour de la question des revenus. Donc eux-mêmes sont quand même aussi conscients de cela. Et puis d'autre part, ils sont de moins en moins nombreux, donc les propriétaires aussi hein, sont attachés à les conserver. Donc après, on va avoir un renversement, hein, et on arrivera à des solutions du style, hein, donc les 2 tiers des revenus pour le métayer et 1 tiers pour donc le propriétaire. Mon père, il restait longtemps, c'est le prix. Il est libre, après mon père, il ramasse pour lui. Et puis à l'époque, après, souvent, il travaillait, c'est les patrons. Il ramasse le café, c'est le patron, il fait les nettoyages des pâtiras, et puis il baignait le bétail, ça, là, il est payé. Comme il dit le patron, les cafés, ils te donnent libre comme ça. Mais quand il travaille pour moi, là, le pays, lui, c'est quoi? C'est à 100 balles. 100 balles, bon, à l'époque, ça fait quand même 100 balles par jour. Hein. Et souvent, d'ailleurs, certains propriétaires vont être assez catastrophés quand leurs métayers vont leur annoncer qu'ils abandonnent. Hein, parce que aussi, ce qui va se passer, c'est que certains métayers vont pouvoir acheter eux-mêmes des terres. Hein, et à ce moment-là, devenir donc leurs propres propriétaires, exploiter pour eux-mêmes. Hein. Et en fait, il va y avoir une véritable désertion, finalement, hein, donc de ces terres. Mes grands-parents, où ils avaient... ça devait faire entre 5 et 7 hectares de caféiries. C'est bien simple, quand les métayers sont tombés à être trop vieux pour s'occuper, il n'y a plus personne qui a essayé de reprendre. Et de toutes ces parties-là, maintenant, c'est du bétail qui est à la place, quoi. Plus on se rapproche donc de la fin des années 70, plus on assiste aussi à un départ des enfants des Indonésiens, hein, puisque souvent ces enfants ont pu bénéficier des progrès de la scolarisation sur la côte Est, hein, et donc ils ont un bagage intellectuel, et donc eux aussi, à ce moment-là, sont attirés par, je ne dirais pas les lumières de la ville, mais en tout cas les potentialités donc en termes de travail que celle-ci représente.
les enfants des métayers ou des choses comme ça, eux autres aussi, ils allaient à l'école pour gagner plus. Il n'y a plus de jeunes. Ici, le dernier, c'est mon père qui a ramassé le café depuis qu'elle était malade. Après, il restait un peu avec moi en bas, là. C'est là qu'est parti son nom. Hein. Si c'était une source de revenus qui soit importante, mais c'était une source de revenus qui avait décliné d'elle-même, on aurait presque pu traiter d'imbécile celui qui continuait de le faire. Il faut comprendre aussi les gens, quoi. Hein. La société de consommation fait que les gens sont plus attirés par des métiers salariés, hein, qui souvent rapportent plus d'argent, qui permet justement d'acheter quand même un certain nombre de biens. Hein. Donc c'est la raison. En fait, le grand concurrent du café en Nouvelle-Calédonie, c'est la mine. Le gars qui faisait le ramassage du café, ce qu'il gagnait en une semaine, le gars qui allait ramasser les crabes en une journée faisait plus que lui en une semaine. Ça a été obligé d'aller en déclinant. Pas... Et alors, la mine aidant, la main-d'œuvre, elle devient plus chère. Si vous avez des contrats ou des choses comme ça à faire, automatiquement, tout ça, ça agit sur les possibilités de faire quelque chose. C'est la mine ou aussi le développement du secteur administratif, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le secteur administratif qui reste le premier employeur en Nouvelle-Calédonie, loin, loin devant la mine. Hein. Et donc c'est le développement des autres secteurs, hein, qui étaient plus attractifs, mieux rétribués, avec des revenus plus réguliers, hein, et dans un contexte quand même de contexte social plus dense quand même, quoi, hein. Donc c'est tous ces facteurs qui ont joué contre le café. Puis moi, je suis parti pour apprendre le métier de menuisier. Il n'y a que les vieux qui ramassent, mais après, bon, les vieux n'ont plus là, puis les jeunes sont finis, maintenant ils ne veulent plus. Hein. Pourtant, ça rapporte, si vous voulez. Hein, de toute façon, les jeunes, quand on demande du travail, tout ça, mais c'est dur à faire travailler. Et quoi, les sous, ils arrivent comme ça. Pas comme nous avant. Alors, on va assister donc, surtout à partir des années 1970, hein, à partir de ce moment-là, à une baisse très très importante de la production de café. En 1978, face à cette baisse de la production, le ministère des Dom-Tom va proposer de lancer des plantations de café soleil. Il faut dire qu'à cette époque, les Kanaks, partis travailler dans les mines de Nouméa, sont victimes de la crise du nickel et ils regagnent leur tribu. Cette nouvelle agriculture est donc une véritable opportunité pour eux. Ce café soleil, normalement, hein, devait se révéler plus productif, à la fois, je dirais, dans le temps et en quantité. Hein, donc ça paraissait donc la solution, notamment pour les tribus, puisque l'opération Café Soleil s'est principalement adressée aux tribus, puisque donc la caféiculture européenne, elle avait déjà quasiment disparu. Le problème, c'est que c'est une culture qui est très contraignante, donc en fait il faut intervenir, désherber très rapidement, etc. Ça nécessite aussi de l'apport d'engrais et autres. Ils sont plantés Café Soleil. Même tout crevé. Couper les bois, tout ça, puis planter sec comme ça. Mort avec le soleil. Tu connais là-haut? Elle, une droite. Oui, une droite. Oh là là, pas de l'eau. Parce que des fois tombe l'eau. Dans la selle comme ça, il part de l'eau. Et ici, oui, café, tout ça, il est bon. Les gens donc, se sont mis au café soleil. Très souvent, ils ont négligé leurs anciennes caféries sous ombrage, qui, après cela, se sont révélées irrécupérables, alors qu'on aurait pu les régénérer, finalement, ces caféries sous ombrage, parce que l'avantage de la caférie sous ombrage, quand elle est constituée, hein, c'est que, finalement, après, elle nécessite peu d'entretien. Hein, à la différence du café soleil, de la technique du café soleil, qui est beaucoup plus contraignante. Et qui était surtout contraignante dans la mesure où, justement, elle rendait difficile la cohabitation avec les cultures vivrières. Or, en tribu, hein, à la fois pour des raisons alimentaires et puis pour des raisons coutumières, ce sont les cultures vivrières qui l'emportent. De couper tout,
Le café soleil, finalement, donc s'est révélé assez rapidement un échec qui a encore été aggravé quand comment dire, les plantations de café soleil ont été envahies par la fourmi électrique. Donc, finalement, cette expérience du café en Nouvelle-Calédonie était une expérience extrêmement difficile. Mais c'est vrai que là, la production, maintenant, elle est devenue presque anecdotique, quoi. Mais il n'y a plus rien, mais que la forêt. Ah, même les jeunes de la tribu, mais ils ne font plus le café, d'ailleurs, ils ne marchent plus. Sous les ailes, comme ça. Des fois de la mine, il y a dans un bureau. Moi, je suis de ceux qui ont certainement vu les propriétés décliner et disparaître. D'ailleurs, des propriétés, des parties de terrain que j'ai, qui me viennent de mes grands-parents, n'existent plus en tant que caféerie. C'est du bétail qui est à la place. Voilà, ces 2 épisodes de Sur les traces du passé consacrés à l'aventure du café dans notre pays sont maintenant terminés. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de mieux connaître notre histoire à tous. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.